Merci beaucoup Lise. À mon tour de remercier les organisateurs de cette semaine des sciences sociales. L'initiative me paraît tout à fait réjouissante et très utile, surtout dans la mesure où on aborde un certain nombre de thèmes de société qui font la une des médias. Alors la conférence que je vous présente aujourd'hui est une réflexion, plutôt une série de réflexions sur un phénomène social et politique en croissance dont on parle beaucoup actuellement dans les médias. Et cette réflexion est basée sur une recherche que deux collègues et moi-même avons entamée en fin d'année 2013. Ces collègues sont Stéphane Lemont-Langlois de l'Université Laval qui présentera la prochaine conférence et Samuel Tanner de l'Université de Montréal. Et quand en 2013, fin 2013, début 2014, on a commencé à travailler sur le phénomène de l'extrême droite au Canada et au Québec, cette recherche suscitait énormément de surprises et d'interrogations. La plupart du temps, on se faisait dire « mais l'extrême droite n'existe pas au Canada, l'extrême droite n'existe pas au Québec ». Aujourd'hui, je pense que votre appréciation de la situation est quelque peu différente. Alors oui, l'extrême droite existe au Canada, au Québec depuis plusieurs décennies. Je n'aurai malheureusement pas le temps d'en faire un historique ou de retracer la trajectoire des différents mouvements qui l'ont incarné. Ce que je vais m'attacher aujourd'hui à faire, c'est à présenter une partie, et une partie seulement, des résultats de cette recherche. Cette recherche, elle avait initialement deux objectifs. Le premier, c'était d'aborder la radicalisation à travers un cas d'étude totalement différent de ceux à travers lesquels le concept de radicalisation était en général saisi. Abdelwahed l'a dit très bien tout à l'heure, la radicalisation, on l'a souvent travaillée à l'aune ou au prisme de l'étude de mouvements djihadistes. Et tant et si bien que ce terme de radicalisation est devenu, pour ainsi dire, synonyme de terroriste djihadiste. Et on s'est dit, avec Stéphane et avec Samuel, en 2013, il serait bien de travailler ce concept et les processus qui sous-tendent l'engagement dans des mouvements extrémistes, violents ou non, à travers une autre étude du cas, et pourquoi pas le faire au Canada. Le vœu pieux qui était le nôtre également, c'était de nous simplifier un petit peu la vie, parce qu'on avait mené des recherches de terrain dans des contextes difficiles, la Russie, le Caucase du Nord, la Bosnie-Herzégovine, et là, on s'est un petit peu trompé parce qu'on a fait face à énormément de méfiance sur le terrain et à énormément de difficultés à mener à bien cette recherche de terrain. Mais après 4 ans, nous sommes quand même parvenus à un certain nombre de résultats probants. Mais avant de travailler sur le concept de radicalisation, de travailler sur l'engagement individuel dans ces groupes extrémistes, s'est posé la question de faire ce qu'on a appelé à l'époque une cartographie de ces groupes extrémistes de droite, parce qu'on s'est rendu compte en consultant la littérature sur le sujet que la dernière étude remontait à 1992. En clair, on n'avait absolument aucune idée de l'évolution de cette mouvance-là au Canada. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion qui est issue de cette partie de la recherche qui porte sur la cartographie de ces groupes extrémistes de droite, plus particulièrement au Québec, puisque c'est la question qui nous intéresse. Alors, je ne reviendrai pas sur les manifestations qui ont lieu le 20 août dernier et le 25 novembre dernier à Québec et l'intérêt médiatique que ça a pu susciter, la manifestation du 20 août ayant certainement soulevé beaucoup plus l'enthousiasme des médias, puisqu'on avait la crainte que ne se reproduise, une semaine après les événements de Charlottetown, un affrontement extrême droite-extrême gauche qui a eu en partie lieu. Et on a l'impression, quand on regarde les médias québécois en particulier, mais également les médias canadiens, que depuis 2015, on a une montée irrésistible de l'extrême droite au Québec en particulier. Je tiens tout de suite à dire que cette montée de l'extrême droite ne concerne pas que le Québec, mais le Canada dans son entier, mais qu'elle s'exprime peut-être un petit peu différemment au Québec, on y reviendra. Alors les questions que je pose aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, c'est qu'en est-il? Est-ce qu'on peut effectivement parler d'une montée d'extrême droite? Si oui, comment expliquer cette visibilité acquise par des groupes comme l'AMEUT, Storm Alliance ou encore Atalanté? Je parlerai majoritairement de ces 3 groupes-là parce qu'ils sont connus et que je n'ai pas besoin de faire leur généalogie, mais il y a d'autres groupes qui évoluent dans cette mouvance et qui ont également voix au chapitre, peut-être de manière un petit peu différente parce qu'ils investissent l'espace public de manière différente que les 3 groupes que je viens de nommer. On fait des sciences sociales, on fait des sciences politiques, avant même de se poser la question de la croissance éventuelle de ces groupes au Québec. Il y a une question qui me semble tout à fait incontournable, c'est celle de la définition de l'extrême droite. Pourquoi? Parce que c'est un concept que l'on qualifie souvent de relatif et de relationnel. Les extrêmes se définissent par rapport à un centre, et le centre n'est pas forcément situé au même niveau sur les spectres politiques, dépendamment des contextes, dépendamment également des périodes historiques.
Si je vous nomme les noms de Martin Luther King ou de Nelson Mandela, ils furent pendant un temps considérés comme des extrémistes, des radicaux infréquentables, et ils sont devenus, quelques décennies plus tard, quelques années plus tard pour certains, des modèles d'ouverture. Donc on a une variation de ces définitions de centre, d'extrémisme, qui influencent énormément la conception que l'on a des extrêmes, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche. La difficulté à parvenir à une définition est renforcée par le fait qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature scientifique, que ce soit en sociologie, en sciences politiques ou dans d'autres disciplines de sciences sociales. Cette absence de consensus s'explique par de multiples raisons, mais elle tient en particulier à la difficulté liée à l'appréhension d'une très grande variété de mouvements que l'on rattache à l'extrême droite. Il y a des partis politiques qui jouent le jeu démocratique, comme le Front National en France par exemple, mais il y a également tout un tas de groupuscules, de groupes qui restent en marge des champs politiques, tout en adoptant des visions du monde qui peuvent être rattachées à l'extrême droite. Ces groupes-là, on les appelle en général des groupes extra-parlementaires, terme qui désigne cette stratégie de marginalisation voulue et revendiquée, et c'est sur ces groupes-là que nous avons travaillé. Il faut savoir qu'au Québec, au Canada, aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique d'extrême droite solidement ancré. Il y a quelques partis politiques, en partie au niveau fédéral, mais dont vous n'avez jamais entendu parler, qui revendiquent des idées qui peuvent être accrochées à l'extrême droite, mais ils n'ont pas une base sociale très très large. En revanche, il y a toute une nébuleuse de groupuscules qui sont composés de quelques individus, de quelques dizaines d'individus, et pour les plus importants, de quelques centaines de militants et sympathisants, qui font vivre cette mouvance. Et ces groupuscules, ces groupes, ces organisations, ces mouvements politiques sont excessivement diverses, tant dans leur stratégie, dans leur structuration, que dans l'idéologie qu'ils mettent de l'avant. Alors, c'est posé à nous un problème. On veut travailler sur l'extrême droite, mais ce terme d'extrême droite est galvaudé. Il recouvre peut-être trop de signification aujourd'hui, parce qu'on parle de partis politiques traditionnels d'extrême droite. Est-ce que ça suffit à catégoriser et à qualifier les groupuscules sur lesquels on travaille? Et au final, on a adopté le terme d'ultra-droite, qui devient de plus en plus courant dans la littérature sur ces mouvements situés donc à l'extrême droite, mouvement qui se refuse à participer au jeu politique. Alors, comment définir l'ultra-droite? C'est une nébuleuse, et j'insiste bel et bien sur ce terme de nébuleuse, au contour tout à fait flou, variable, composé de groupes qui sont peu ou pas liés à des partis politiques traditionnels, qui dénoncent le pluralisme, le multiculturalisme, la démocratie et son fonctionnement, et qui évoluent en marge des champs politiques. Cette définition est incomplète, je vais la compléter par la suite, mais disons qu'elle peut nous servir de base de réflexion pour commencer à définir ce qu'est l'extrême droite. Mais je veux le définir en prenant le cas du Québec. Alors, qui sont les groupes d'extrême droite au Québec? Première chose, comme je l'ai laissé sous-entendre au début de ma présentation, le phénomène n'est absolument pas nouveau. Il y a des groupuscules d'extrême droite au Québec depuis plusieurs décennies, des groupes qui sont ultranationalistes, des groupes que l'on pourrait qualifier d'identitaires il y a des décennies déjà, des groupes skinhead néo-nazis, des milices qui sont apparues dans les années 90, mais qui étaient relativement discrets, dont on ne parlait que très peu visibles dans l'espace public. Ils entretenaient de manière tout à fait stratégique une clandestinité voulue. Alors certes, il y a eu des actes antisémites, il y a eu des actes anti-minorités visibles, anti-LGBT, mais la plupart des actes qui ont été répertoriés dans les années 80-90, début des années 2000, étaient des actes contre des biens, des propriétés. Il y avait assez peu de violence à l'endroit des personnes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en avait relativement peu, contrairement à ce que l'on peut observer aujourd'hui. On a une espèce d'inversion de tendance qui est en train de s'opérer. Donc on a un phénomène qui est finalement relativement ancien, mais auquel on a consacré très peu d'intérêt, très peu d'importance jusque-là. C'est une mouvance, il faut le dire, qui est excessivement fragmentée. Il y a très peu de groupes qui peuvent se prévaloir d'une existence totalisant plusieurs années. Le groupe aujourd'hui, peut-être, l'un des groupes les plus anciens, c'est certainement la Fédération des Québécois de souche, pour ce qui est le Québec, mais les autres groupes qui sont apparus récemment sont récents, cas de le dire, beau pléonasme,
mais également, ils ont en général une durée de vie limitée. Les soldats d'Odin sont apparus il y a quoi, 1 an et demi maintenant, on en entend pour ainsi dire plus parler. Pourquoi? Parce que ces groupes sont animés d'énormément de tensions internes qui créent des schismes. D'ailleurs, Storm Alliance est né d'un schisme au sein des soldats d'Odin, et c'est Storm Alliance qui a pris le dessus en quelque sorte sur son organisation mère et qui a commencé à essaimer un petit peu partout au Québec. Donc une mouvance fragmentée. Malgré quelques alliances de circonstances, parce que vous avez pu entendre dans les médias que Storm Alliance et la Meute semblaient s'être alliés pour organiser les 2 dernières manifestations que j'ai mentionnées au début de ma présentation. Mais ces alliances sont en général circonstancielles, elles ne dirent que très très peu dans le temps. Surtout quand on creuse un petit peu la question, on se rend compte que oui, tous ces groupes mettent de l'avant une islamophobie patente, des discours qui sont racistes, qui sont basés sur, je vais y revenir, sur le rejet. Mais ces discours idéologiques sont en général propres à chaque groupe. C'est-à-dire que ces groupes vont manipuler des références qui sont liées le plus souvent à des auteurs que l'on range à l'extrême droite, ou vont faire état d'événements que l'on considère comme étant des événements marquants pour la mouvance internationale de l'extrême droite. Mais ce maniement de références est tout à fait propre à chaque groupe. Il n'y a pas de consensus sur la manière de construire le discours de rejet. Oui, il y a cette convergence autour du suprémacisme blanc, du rejet de l'immigration et de ce que ces groupes appellent l'islam radical, et c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, mais le discours est construit vraiment, la construction du discours est propre à chaque groupe. Ce qui fait qu'ils ne s'entendent pas toujours. Quand on interrogeait les individus qu'on rencontrait et qu'on leur demandait pour vous, c'est quoi l'immigration, certains vont vous dire, il nous faut une restriction de l'immigration, mais par contre l'immigration blanche européenne est acceptable pour nous. Donc moi je leur disais, donc je suis acceptable, parce que comme mon accent trahit, je ne suis pas pure laine, ni pure souche. Je suis acceptable, parce que je suis blanche d'origine européenne, et que j'ai peut-être l'avantage d'être blonde. Ce n'est pas toujours un avantage, mais là, ça l'était. Pour d'autres, au contraire, même les Européens et les Blancs n'avaient pas voix au chapitre parce qu'ils n'étaient pas suffisamment pure laine. Ils n'étaient pas porteurs de valeurs québécoises ou canadiennes telles qu'eux les définissaient. Donc, on a une divergence très très forte d'un groupe à l'autre, et quelquefois au sein des groupes, sur ce qui constitue le bon citoyen, les bonnes valeurs, le bon immigrant potentiel si on accepte l'immigrant. Ce qui renforce la difficulté de définir ce qu'est l'extrême droite. À côté de ça, de toutes ces dimensions qui sont d'ordre organisationnel ou idéologique, on a également une posture adoptée par la plupart de ces groupes qui veut qu'on rejette le système démocratique et son fonctionnement et on entretient la marginalité dans laquelle on évolue. Ces groupes revendiquent clairement une évolution en marge des champs politiques. Certains d'entre eux, et je vais y revenir, entendent influencer le débat politique, mais ils se définissent comme étant des groupes porteurs d'un discours, d'un programme alternatif. On a identifié 4 types de groupes. Notre inclinaison première était de faire une cartographie. Elle s'est révélée difficilement faisable parce que ces groupes naissent, disparaissent. En revanche, on est arrivé à faire une typologie. Alors, elle est encore préliminaire parce qu'on est en train de travailler nos données. Et on a au Canada, pas simplement au Québec, repéré 4 types de groupes. Les premiers que l'on a qualifiés de semi-clandestins potentiellement violents, qui défendent en général une rhétorique et qui s'appuient sur un symbolisme néo-nazi, qui ont une relation complètement décomplexée à la violence. Ces groupes étaient beaucoup plus nombreux dans les années 80-90 qu'aujourd'hui. Ils continuent à exister. Ils continuent également à utiliser la violence et ils ont reciblé en partie, parce qu'ils sont porteurs d'une islamophobie assez patente, les musulmans dans leur ensemble. Mais ces groupes tendent à diminuer par rapport aux autres catégories que l'on a remarquées. Par contre, on a une augmentation assez importante dans les 3 dernières catégories. Alors, c'est une traduction de l'anglais, puis j'ai pas l'impression qu'elle est super bonne, ma traduction. Notre deuxième catégorie regroupe tous ceux que l'on a appelés les nostalgiques, les réformistes nativistes. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des mouvements qu'on pourrait qualifier d'identitaires, ce serait peut-être le meilleur terme en français, qui ont un rapport à l'histoire et à la mémoire souvent biaisé, basé sur un rejet de l'autre,
Alors, la définition de l'autre varie en fonction des contextes et des époques. Ce sont des groupes qui instrumentalisent l'histoire et une certaine forme de nativisme en identifiant des menaces dites existentielles. Et là, je vais totalement rejoindre mon collègue Abdelwahed dans sa présentation de tout à l'heure. Ils appellent à une restriction de l'immigration, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ils ne s'entendent pas sur ce que cette restriction veut dire. Ils appellent également à une préservation de valeurs culturelles. D'après la plupart de ces groupes, un seul récit doit souder l'appartenance à la nation. Alors les contours de cette nation, elles varient d'un groupe à l'autre. Est-ce que c'est le Québécois pur laine? Est-ce que c'est le Canadien français? Est-ce que c'est le Canadien francophone? Il n'y a aucun accord, aucun consensus d'un groupe à l'autre. Et ce sont également des groupes qui vont défendre ce qu'on pourrait appeler un chauvinisme, je ne sais pas comment traduire en français, une préférence, disons, pour le pur souche, le pur laine, dans l'accès, par exemple, à l'éducation, à l'emploi, et qui vont souvent faire référence au terme de dictature des minorités qui influencerait les décisions gouvernementales et qui iraient à l'encontre de ce qu'ils appellent, mettons-le entre guillemets, la majorité blanche silencieuse. Ces groupes-là sont de plus en plus nombreux. Ils utilisent beaucoup Internet pour diffuser leurs discours et leurs messages. Mais ces groupes qui appartiennent à la deuxième catégorie s'adressent d'abord et avant tout à leurs sympathisants. Et ils ont un bassin de sympathisants relativement étroit. Les groupes appartenant à la troisième catégorie, alors en français ça ne veut pas dire grand-chose non plus, les groupes évoluant à la marge des champs politiques, sont des groupes qui vont s'appuyer sur le même type de discours que ceux qui appartiennent à la deuxième catégorie, mais ils vont avoir une stratégie beaucoup plus décomplexée et ils vont rechercher la visibilité politique, médiatique, en organisant dans l'espace public un certain nombre d'activités, manifestations, réunions politiques, soupers spaghettis, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a une quatrième catégorie de groupes qui a été relativement peu représentée au Canada jusqu'à récemment. C'est ceux qu'on appelle les vigilants. En français, ça veut dire, je ne sais pas comment le traduire, c'est tout ce qui relève du vigilantisme, donc de cette idée que puisque l'État ne fait rien, on va le remplacer. Ce sont des milices, armées ou non armées, qui sont mises en place pour surveiller le bon respect des valeurs que l'on pense être les nôtres. Et on voit apparaître, et vous avez certainement vu dans la presse, des milices armées, en particulier ce qu'on appelle les 3%, qui sont des groupes très clairement anti-État. Alors on a l'impression que ces groupes-là n'ont jamais été aussi nombreux. Est-ce à dire que l'extrême droite est en croissance au Québec? Ben moi j'ai bien de la misère à répondre de manière affirmative à cette question-là, parce que c'est un phénomène qui est difficile à mesurer avec certitude. Instinctivement, je vous dirais oui. D'ailleurs, le titre de ma présentation reflétait cette intuition-là. Mais si vous me demandez, lors de la période de questions, combien de militants contre la meute, Atalante, Storm Alliance ou d'autres groupes comme Canada First, je serais bien en mal de vous répondre, parce qu'on ne le sait pas. Et quand on posait la question aux gens que l'on rencontrait dans le cadre d'entretiens, ils étaient stratégiquement très très vagues. Ah, on a quelques dizaines de militants, ah, on a des militants, mais on a un bassin de sympathisants très très important, dans lequel on peut puiser pour alimenter notre groupe. Donc oui, je dirais qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui pointent vers une croissance de l'extrême droite au Québec et au Canada, j'insiste là-dessus, mais c'est un phénomène qui reste excessivement difficile à mesurer avec certitude et surtout avec précision. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de groupes ont adopté des stratégies de communication qui leur donnent une plus grande visibilité dans l'espace public. Alors, comment expliquer cette visibilité accrue que certains de ces groupes, que je n'ai même pas besoin de nommer, ont acquis dans l'espace public canadien-québécois? Les facteurs que j'ai recensés ne sont absolument pas hiérarchiques, ils s'entrecroisent, ils se nourrissent les uns les autres. On a d'abord un contexte international, avec la montée de l'extrême droite partisane, donc des partis politiques traditionnels et groupusculaires en Europe, aux États-Unis. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a vraiment représenté un tournant relativement significatif pour l'extrême droite américaine, mais il faut savoir que la plupart de ces groupes font partie de réseaux beaucoup plus larges. Des groupes canadiens anglophones ont intégré des réseaux américains, britanniques, la langue étant,
aidant, des groupes québécois, eux, intègrent et des réseaux américains, britanniques, mais également des réseaux français, suisses, belges, et tout ce beau monde entretient des relations souvent virtuelles, mais qui leur permettent de nourrir leur discours, qui leur permettent également d'acquérir de nouvelles références ou de nouveaux savoir-faire. Donc on a un contexte international que l'on pourrait qualifier de permissif. À côté de ça, et ça va rejoindre un petit peu ce que disait Francesco tout à l'heure, on a également une déception exprimée par de très nombreux citoyens à l'endroit de nos gouvernements démocratiques. Le contexte socio-économique n'est pas aussi bon que certains l'espéraient, et au Canada, on est plutôt choyé par rapport à l'Europe ou à certains États aux États-Unis. On a une méfiance également qui s'est instaurée à l'endroit de nos gouvernements, un cynisme grandissant. Certains de ces groupes vont exploiter cette situation socio-économique dans laquelle les disparités entre les riches et les pauvres ne cessent d'augmenter, et cette défiance, ce cynisme à l'endroit des gouvernements pour tenter de convaincre ou de recruter de nouveaux sympathisants. On a également un contexte national et un contexte québécois en particulier, dans lequel on assiste, disons-le sans embâge, à une droitisation des débats politiques, à savoir que des partis politiques traditionnels qui ne sont pas d'extrême droite vont récupérer des thèmes qui sont chers à l'extrême droite, comme l'identité et l'immigration, pour en faire des débats de société. L'objectif initial, c'est de couper l'herbe sous le pied de ces groupes-là, mais ce faisant, ils donnent de la visibilité à ces discours et ils contribuent quelque part à cristalliser cette image de l'autre. Et on a, d'après certains médias, le cas spécifique de la ville de Québec. Est-ce que la ville de Québec est un cas si spécifique que ça? J'en suis pas certaine. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se jouer à Québec, mais pas à Québec seulement, au Québec, à l'exception peut-être de Montréal. Parce que quand on regarde l'implantation de ces différents groupes, on se rend compte que contrairement aux années 70, 80, 90, au cours desquelles les principaux groupes d'extrême droite étaient implantés à Montréal, aujourd'hui, les groupes d'extrême droite s'implantent en région et à Québec. Québec étant un point de convergence et étant également lieu de résidence de certains individus qui ont pris l'initiative de créer ces groupes-là. Mais on pourrait revenir sur Québec, ville de droite ou pas, on n'a pas d'indicateur qui pousse dans cette direction-là, du moins dans notre recherche. À côté de ça, on a spécifiquement une évolution des stratégies de ces groupes de l'ultra-droite qui vont tenter de devenir des acteurs socialement acceptables, de s'insérer indirectement dans les débats publics et donc d'influencer les débats publics et politiques en étant ou en se présentant comme les porteurs d'un discours alternatif. Et ils vont énormément utiliser les médias sociaux, mais pas uniquement, puisque certains d'entre eux n'hésitent plus à investir les rues, à organiser aux yeux de tous des soupers spaghettis, comme j'ai dit tout à l'heure, ou d'autres réunions politiques. On a donc une stratégie de dédiabolisation qui est mise en place par ces groupes-là, qui n'hésitent plus à professer, des discours dont les principaux ressorts idéologiques sont basés sur la victimisation de cette fameuse majorité blanche silencieuse, la suspicion à l'endroit de l'autre. Alors cet autre, aujourd'hui, est majoritairement incarné, Abdelwahed l'a très très bien montré, par le musulman, mais ce qu'on pourrait appeler les suspects usuels que sont les juifs, les minorités visibles, les LGBTQ2, restent aujourd'hui particulièrement ciblés. Si on regarde les dernières statistiques de Statistique Canada sur les crimes haineux, dans les autres provinces, pas au Québec, mais ce sont les LGBT qui sont les plus ciblés. Au Québec, on a une augmentation des crimes haineux à l'endroit des populations musulmanes. Donc on a une différence quand même qui peut se lire de ce point de vue-là, même si on ne peut pas forcément lier de manière causale la croissance de l'extrême droite à l'augmentation des crimes haineux. Donc, suspicion à l'endroit d'un autre dont les contours varient d'un contexte provincial à l'autre, ressentiment exprimé à l'endroit de ces minorités, mais également de l'État de manière générale, et une redéfinition de l'identité. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, si vous êtes intéressé à ce que disent ces groupes-là quand ils manifestent dans la ville de Québec, il n'y en a pas un seul qui revendique la souveraineté. L'identité, elle est redéfinie comme étant une identité blanche. Le débat souverainiste, il a complètement disparu de la carte pour la plupart de ces groupes. Pas pour tous, mais pour la plupart de ces groupes, ou à tout le moins pour ceux qui sont le plus visibles aujourd'hui dans l'espace public. Donc l'identité,
elle serait définie de par l'appartenance à une race. Le retour en arrière est quand même assez flagrant. Et à côté de ça, on a toute une stratégie d'agitation politique, d'intimidation, mais ils n'ont pas véritablement de programme. Ces groupes-là ne représentent pas des forces de proposition qui pourraient amener à un programme politique. Alors, puisque oui, Lise n'arrête pas de me faire signe que je suis en train d'épuiser mon temps, quelques conclusions. À travers 2 questions, est-ce que ces groupes peuvent devenir des acteurs politiques de premier plan ? J'ai envie de vous dire que je n'ai pas de boule de cristal et que je ne m'aventurerai pas à tirer des conclusions. Quelques hypothèses peut-être. La première, c'est que tous ne le veulent pas. Il y a une diversité des stratégies, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des groupes qui entendent rester à la marge et qui veulent influencer de manière indirecte le débat politique. Il y en a d'autres, ou plutôt des individus issus de ces groupes, qui ont dit haut et fort, pas plus tard qu'il y a quelques mois, qu'ils avaient pour intention de constituer, former un parti politique. À ma connaissance, il y a aujourd'hui 3 tentatives de créer des partis politiques pour les prochaines élections provinciales. 3 tentatives, c'est beaucoup, vous allez me dire, mais puisqu'ils ont une base sociale que je qualifierais de très étroite, de très fragile et de très instable, ça ne fera que diviser le vote si toutefois ces partis émergent. Ce qui veut dire qu'il faut être un petit peu plus prudent et nuancé par rapport à ce que l'on peut lire et ce qu'on peut entendre dans les médias, qui agissent comme des prismes déformants et grossissants. Oui, ces groupes peuvent constituer une forme de nuisance sociale et politique dans le sens où ils mettent à mal le vivre ensemble, mais ils n'ont peut-être pas la puissance politique qu'on veut bien leur prêter. Deuxième et dernière question, et c'est promis Lise, j'arrête là-dessus. Est-ce que ces groupes représentent un danger? Parce que la question a été posée dans les médias. Moi, j'y vois 2 dangers immédiats. Le premier, c'est qu'ils contribuent à banaliser des propos que j'ai qualifiés d'anti. Alors, antisémites, anti-musulmans, anti-establishment, anti-système. On pourrait décliner à l'envi ce terme d'anti. Et surtout, de par la banalisation d'un discours empreint de suspicion, de ressentiment, basé sur l'émotionnel, sur des registres émotionnels, ils rendent quelque part le racisme ordinaire. Et je pense que c'est le plus grand danger pour le vivre ensemble actuellement. Après, on ne peut pas écarter des dangers peut-être plus lointains parce qu'ils ne sont pas aussi bien structurés que représentent les milices armées, mais je dirais que le Québec est particulièrement épargné comparativement à l'Alberta, où ce type de milice ne cesse de se multiplier. Par contre, et on l'a tragiquement vu, la crainte du loup solitaire, elle reste quand même assez importante. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Oui, bonjour, Francis Cossette, Police de Québec. Moi, j'avais une question par rapport à l'influence de ces groupes-là sur une partie de la population. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit l'influence de ces groupes-là, mais sur des personnes qui ont, disons, des difficultés psychosociales ou psychologiques. Donc, quand on voit les dangers que vous avez énoncés, je ne l'ai pas vu. On voit loup solitaire, évidemment, mais ce qu'on voit, ce n'est pas toujours des individus qui sont très impliqués ou dans ces groupes, ou du moins qui ont une préparation très profonde. Je pense qu'il y a une distinction à faire, puis elle est vraiment importante entre les leaders de ces groupes, ceux qui militent au sein de ces groupes et qui constituent un noyau dur. Ce que l'on a vu de manière générale dans notre enquête, c'est que les leaders de ces groupes sont en général relativement idéologisés et politisés. Ceux qui gravitent autour d'eux le sont beaucoup moins. Et puis on a tout un bassin de sympathisants, je pense que c'est un petit peu les gens auxquels vous faites référence, qui, quand on les rencontrait, on leur demandait d'expliquer leur position sur, par exemple, les musulmans. Ils étaient capables de ressortir à peu près les grandes lignes du discours qu'ils avaient entendu, mais quand on leur demandait d'aller plus loin, ils étaient incapables. Ce qui veut dire qu'en général, ils n'ont pas tout simplement les compétences, les connaissances pour le faire, ils n'ont pas intériorisé un certain nombre de références, et ce sont peut-être celles et ceux des individus qu'on a rencontrés qui vont le plus manier stéréotypes, amalgames, sans être capables de faire de distinction ou de nuances. Les leaders de ces groupes sont peut-être,
vais pas dire plus dangereux, mais ils ont un charisme tout autre, ils manient des références de manière très très habile, ils utilisent quelquefois des arguments pseudo-scientifiques en allant puiser dans un corpus de recherche idéologiquement orienté, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont faites aux États-Unis pour démontrer par exemple que l'immigration n'apporterait rien au problème de vieillissement des sociétés occidentales, donc ils retournent l'argument qui est le plus couramment fait pour soutenir auprès de l'opinion publique l'option d'une immigration pour combler les manques liés au vieillissement de la population. Les leaders, il n'y a pas de problème, eux sont capables de manier ces ressorts idéologiques-là. Mais ces personnes, beaucoup moins, et ce sont ces personnes-là que l'on voit en général s'exprimer sur les médias sociaux ou que l'on peut voir intervenir ici ou là dans l'espace public et qui vont professer stéréotypes et amalgames. Je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que on en a beaucoup moins rencontré que des leaders de ces groupes-là, qui sont en général beaucoup plus prompts à parler, parce qu'ils contrôlent le discours. Ces individus ne contrôlent pas le discours, et ne sont pas contrôlés par les leaders des groupes. Non, mais dans tous les groupes, mais ça vaut pour tous les groupes extrémistes. Il y a un noyau dur de militants. J'ai travaillé sur l'extrême droite, mais j'ai travaillé aussi sur des groupes djihadistes, pas dans le contexte du Canada, dans le contexte russe, mais c'est exactement la même configuration que l'on retrouve. Des leaders très impliqués et des gens qui gravitent dans ces groupes-là, qui ont en général pas toujours conscience de ce qu'ils font. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la radicalisation qui vont même jusqu'à dire que ce processus est invisible à l'individu parce qu'il s'est trouvé engagé dans ce groupe-là parce qu'il trouvait ça le fun ou parce que il était dans une situation de marginalisation socio-économique et qu'on est venu le chercher, puis il ne savait pas trop dans quoi il s'engageait. On voit ça à l'extrême droite, beaucoup chez les skinheads d'ailleurs, peut-être un peu moins dans d'autres types de groupes, mais beaucoup chez les skinheads, on voit ça dans des groupes djihadistes ou dans d'autres types de groupes extrémistes. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, j'aimerais abonder dans votre sens. Justement, quand je concluais ma présentation par rapport à des implications pratiques, c'est que, comme pour les... c'est à la fois une question, et une interrogation et un commentaire, comme pour les extrémistes ou les radicaux violents au nom de l'islam, est-ce que cette ultra-droitisation dont vous parlez ne serait pas aussi l'expression d'une souffrance sociale, ce que semble dire notre collègue policier, et que finalement, est-ce que il ne faudrait pas être à l'écoute, donc aller dans cette couche d'explication. Si c'est l'expression d'une souffrance sociale, à ce moment-là, la réponse est importante au niveau de l'implication dans la pratique, que ce soit la pratique du corps policier, la pratique des intervenants sociaux, la pratique des psychologues, donc en termes de prévention. Est-ce qu'il faut les voir comme nécessairement des monstres, ce qu'ils sont probablement comme la plupart des radicaux violents, ou est-ce que cette monstruosité n'est pas aussi l'expression d'une souffrance qu'il faudrait décoder, lire et agir avec elle et sur elle dans ce sens-là? Je sais que c'est une question difficile. Mais... La question n'est pas facile. J'apporterai une première nuance. La plupart de ces groupes rejettent la violence, rejettent l'utilisation de la violence. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'entretiennent pas, à travers leur discours, leur prise de position publique, un climat, une ambiance permissive qui pourrait être interprétée par certains individus, peut-être psychologiquement plus fragiles ou socialement plus vulnérables, comme un laisser-faire ou un laisser-aller. Et ça, c'est tout le débat. Est-ce que des idéologies extrémistes produisent de la violence de manière directe? Aujourd'hui, dans la littérature, on n'en sort quasiment pas. Est-ce que la radicalisation des idées mène à la radicalisation violente? C'est un débat permanent, dirais-je, depuis une quinzaine d'années dans la littérature, en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie et ailleurs. Et pour l'instant, on n'est pas arrivé à une réponse qui fasse consensus. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question-là. Je vais tenter d'apporter deux éléments de réponse. Le premier, c'est de dire que tous les individus qui s'engagent dans ces groupes-là ne sont pas forcément des individus qui sont socialement ou psychologiquement vulnérables ou socio-économiquement vulnérables. Il y a des individus, et on en a rencontré plusieurs, qui sont très idéologisés depuis l'adolescence. Je pense à un cas en particulier, à deux cas en particulier, de jeunes hommes qui ont grandi dans des familles racistes.
Depuis leur plus jeune âge, on leur a inculqué une vision du monde basée sur le rejet. Et ce sont des individus qui n'ont jamais remis en cause les idées auxquelles ils ont été socialisés très jeunes. On a au contraire des jeunes qui, en fréquentant d'autres jeunes, en commençant à lire dans les bibliothèques, parce qu'à l'époque Internet n'existait pas ou était très difficilement accessible, sont tombés sur un certain nombre de références et de lectures qu'ils ont fait leur, et ils ont emprunté ces idées-là. Mein Kampf, par exemple, en disant « ça c'est le fun ». Et ils se sont radicalisés en croyance avant de passer à l'action en intégrant un certain nombre de groupes. Et puis, il y a effectivement des individus plus socialement ou plus psychologiquement vulnérables qui peuvent se retrouver dans ces groupes-là. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on adresse cette diversité de trajectoires? Est-ce qu'on focalise la solution, l'action uniquement sur les socialement, psychologiquement vulnérables, sur ceux qui traversent des crises d'identité? Parce qu'on en a rencontré aussi des individus qui nous ont dit des années après « je me suis engagé dans ce groupe skinhead parce que j'ai vécu une crise identitaire, rupture de banc avec la famille, avec la société, j'avais besoin d'un autre cadre de référence, j'ai croisé ces individus à ce moment-là, ils m'ont semblé assez cool. » L'idée d'aventure, l'idée d'avoir du fun, elle est très très présente, particulièrement dans des groupes skinhead qui valorisent le machisme. Où est-ce qu'on cible les stratégies d'intervention sur les croyances, essayer de démystifier un certain nombre de choses? C'est difficile, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de réponse en fait englobante, puisque toutes les études sur la radicalisation, si on emploie ce terme-là, qu'on évite dans nos recherches d'employés, on parle d'engagement dans et par la violence, toutes les études sur la radicalisation montrent qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de trajectoire type, et qu'il faut se concentrer sur la trajectoire de quasi tous les individus pour essayer de comprendre le phénomène, et donc il faut faire du cas par cas, une intervention quasiment au cas par cas. Merci. J'ai une autre question. Pierre Guimond, au gouvernement du Canada. Vous avez mentionné que la majorité des groupes ne sont pas foncièrement violents ou les gens ne veulent pas atteindre leurs objectifs par la violence. Comment décrivez-vous la situation, et la question du collègue policier est intéressante, ce qu'on a vu dans les manifestations, évidemment, c'est qu'il y avait du côté des groupes que vous avez mentionnés, une collaboration avec les forces de police, etc., afin de maintenir une bonne force d'ordre, en fait qu'il n'y ait pas de violence, etc., et projetant ici sur les mouvements d'en face, toute cette génération de violence. Et deuxièmement, ce que les nouvelles qui étaient il y a quelques mois, l'effet que certaines personnes associées à des forces de loi et de l'ordre étaient peut-être identifiées comme étant apparaissant sur des sites, etc. Donc, cette idée que vous n'avez pas mentionné, le fait que certains de ces groupes-là favorisent la paix sociale, si on peut dire, d'après ce qu'ils projettent. Et ça ne semblait pas un critère de mobilisation dans votre... Mais en fait, si vous voulez, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, mais la typologie, on l'a construite en particulier sur la relation à la violence. Et les groupes auxquels vous faites mention sont des groupes qui, officiellement, dans le discours public qu'ils mettent de l'avant, rejettent la violence, et dans les manifestations qu'ils organisent, font tout pour qu'il n'y ait pas de débordement de leur côté, pour ne pas se faire accuser précisément d'être des groupes violents. Il y a une stratégie derrière tout ça. Manifester en silence en ne faisant qu'agiter des banderoles et des drapeaux relève de la stratégie tout à fait consciente. Il s'agit de montrer qu'ils sont capables de respecter ces fameuses valeurs qu'ils mettent de l'avant, loi et ordre, et qu'ils ne sont pas là pour créer du trouble à l'ordre public, mais bel et bien pour pouvoir propager dans l'espace public leurs idées. Mais c'est une stratégie de provocation quelque part. Du moins, ça relève en partie de la stratégie de provocation. Mais ça illustre bien ce qu'ils entendent faire pour devenir socialement plus acceptables. Ça ne veut pas dire que par en arrière, parce qu'il y a un discours pour l'opinion publique, puis il y a un discours à destination de leurs membres. Et là, le discours est beaucoup plus ambigu. Il n'y a pas d'acceptation de la violence, il n'y a pas de légitimation directe de la violence de la part des leaders du groupe. En revanche, sur les pages Facebook, on laisse dire un certain nombre de choses, on n'intervient pas, on ne contrôle pas le propos de certains militants ou de certains sympathisants. Ça laisse planer l'ambiguïté. Mais officiellement, ils peuvent continuer à dire « Nous, on n'est pas pour des stratégies violentes. Au contraire, on rejette la violence. » Le soir de l'attentat contre la mosquée de Québec, ces groupes-là ont été les premiers à publier des communiqués pour dire « On n'est pas derrière ça. » Et un certain nombre de ces groupes-là
ont été suffisamment habiles pour récupérer l'événement et pour augmenter leur visibilité dans l'espace public. Pourquoi? Parce que les médias se sont tournés comme un seul homme vers eux, médias québécois, canadiens, internationaux. New York Times a fait un article en entier sur un de ces groupes. Visibilité inespérée. Pour eux, c'était quelque part une manne de gagner en visibilité, en légitimité. Et ils ont su l'exploiter. Donc, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails de l'étude, mais on tient énormément compte à la fois du rapport à la violence, qui reste pour la plupart d'entre eux ambigu, et de ce double discours, ou des doubles standards qu'ils mettent de l'avant. Pas oublier qu'il y a un discours à l'endroit de l'opinion publique, du public en général, et un discours à l'endroit de leurs membres et de leurs sympathisants. Le bassin de sympathisants étant là où ils espèrent recruter pour augmenter leur pôle de militants. Je vais prendre une dernière question. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main. Alors, on va terminer avec vous, monsieur. Bonjour. C'est pas facile de montrer que les groupes sont à la marge de partis politiques, sont tentés à former part de partis politiques. Quel rôle croyez-vous qu'existe dans les groupes d'intérêt? Croyez-vous que c'est une stratégie des groupes d'intérêt nationaux, transnationaux, pour faire la croissance des groupes d'extrême droite? Il y a deux choses. Il y a effectivement l'inclusion de ces groupes dans des réseaux transnationaux et des stratégies d'imitation, de reproduction ou même d'émulation de ce qui peut se faire ailleurs. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que toutes les personnes qu'on a rencontrées dans les cadres d'entretien, puis on a fait des observations non participantes bien évidemment, tous nous ont dit, nous on refuse en fait d'être approchés par un parti politique traditionnel au niveau fédéral ou au niveau provincial, parce que c'est vrai que quand on pense ultra-droite, on pense d'abord et avant tout au discours de rejet vis-à-vis de l'autre. Et comme je vous l'ai dit, les contours de cet autre, ils varient d'un groupe à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un contexte provincial à l'autre. Mais il y a quand même un dénominateur commun dans tous ces groupes, c'est qu'ils rejettent tous l'État, la démocratie néolibérale et le fonctionnement démocratique. On a commencé à l'entendre le 25 novembre dernier. Une partie des slogans était anti-gouvernement Couillard. Il y a toute une idéologie anti-establishment qui s'exprime là encore de manière différente d'un groupe à l'autre parce qu'ils utilisent des références différentes. Mais c'est quelque chose, c'est une trame de fond qui est présente dans cette mouvance d'extrême droite et que l'on retrouve pour le coup au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ils veulent vraiment se porter en alternative politique. Pour l'instant, ils ne veulent pas rentrer dans la joute politique, dans le jeu politique, mais l'avenir nous dira, puis l'avenir relativement immédiat nous le dira, à savoir si ces trois partis politiques, dont pour l'instant le nom est enregistré auprès du directeur général des élections, prennent naissance, et si oui, si ils ont la base sociale suffisante pour se lancer dans la joute électorale en 2018. Et je pense qu'il faut que je me taise.